Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la purge, la prochaine étape qui arrive sur Ethereum. On a un nouvel article de Vitalik qui vient d'être publié. Je vais aussi vous parler de Base et de Solana, les blockchains où la folie memecoin continue. Il y a une autre blockchain aussi où il commence à se passer pas mal de choses. On va parler aussi de piratage avec Prisma, je vais aussi vous parler d'une bonne nouvelle avec FTX, on va parler de restaking et de pas mal d'autres sujets. Tous les jours le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Au niveau du cours des crypto-monnaies, Bitcoin 69 946 $, moins 2%, Ethereum 3500 $, moins 4%, et le marché est en baisse d'environ 3% aujourd'hui. Alors, au niveau des memecoins, la folie continue sur Solana et sur Base. Regardez, les deux blockchains viennent de dépasser leur plus haut historique au niveau du volume de vente sur ces exchanges, au niveau du volume de trading sur les divers exchanges décentralisés sur ces deux blockchains. C'est assez énorme. Solana, il y a vraiment plein de memecoins, il y a plein de préventes qui ont eu lieu ces dernières semaines, il y a des fortunes qui se sont faites, il y a aussi plein de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent, il y a eu des rug pulls. Mais en tout cas, le grand public est présent pour essayer d'acheter et de faire de l'argent tout simplement. Ça commence à être très difficile de faire des très gros multiplicateurs à court terme sur les grosses blockchains, mais sur ces petits projets, il y a bien sûr beaucoup plus de risques que ça aille à zéro, votre investissement. Mais il y a aussi pas mal de... Il y a plus de chances aussi de faire des, voilà, des x2, x3, x10, même potentiellement en très peu de temps. Mais encore une fois, ça ressemble plus à un casino qu'à de l'investissement. Base aussi a atteint un plus haut historique au niveau du volume sur les exchanges décentralisés. Ça vient de dépasser les 1 milliard de dollars. Uniswap, vraiment, c'est l'exchange qui fait le plus de volume sur Base. Ensuite, on a Aerodrome et on a aussi SharkSwap et quelques autres exchanges. Mais vraiment, Uniswap, c'est assez incroyable en fait. La force de Uniswap, en fait, ils ont une marque qui est connue du grand public et les gens continuent de faire des trades sur Uniswap, alors que c'est pas toujours, on va dire, le plus optimal. Il y a certaines fois des frais, il y a pas mal de choses, mais bon, c'est quand même là où il y a le plus de volume actuellement. Et je vous ai dit, les mêmes coins, ça continue aussi sur d'autres blockchains et notamment sur Degen. Degen, le même coin initialement qui est apparu sur Farcaster, le réseau social sur Base d'ailleurs. Ils ont lancé il y a quelques jours leur solution de niveau 3. Je vous en ai parlé et c'est assez fou ce qui est en train de se passer avec leur token. Le Degen, on a une market cap de 652 millions de dollars. Une FDV, donc si on prend en compte tous les tokens qui vont exister, à quasiment 2 milliards de dollars et ça a complètement explosé. Vous pouvez le voir, on était à 50 millions de market cap il y a 15 jours et là on est à 600 millions de market cap. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les développeurs de Farcaster, donc le réseau social qui est un peu à l'origine de ce token, déjà, même si c'est la communauté qui l'a lancé et c'est pas vraiment Farcaster qui l'a lancé, en tout cas c'est le token le plus utilisé lié à Farcaster, et bien Farcaster, ils sont en train de lever de l'argent et ils sont valorisés à 1 milliard de dollars. Ils vont sûrement finir par lancer leur propre token, hein, Farcaster. Mais ce qui est fou, c'est que Farcaster, qui est du coup la société qui est derrière Farcaster, est valorisé à 1 milliard de dollars, alors que Degen, le token communautaire, est lui valorisé à quasiment 2 milliards de dollars. Ça montre un peu il y a un problème quelque part, on va dire. On va voir jusqu'où ça peut aller Degen. Peut-être que c'est Farcaster qui est sous-évalué. En tout cas, il se passe plein de choses. Et Degen, c'est une solution de niveau 3. Donc c'est une solution qui a été construite sur Base, qui est elle-même une solution de niveau 2. Donc c'est un peu en mode Inception, hein. C'est jusqu'où on peut aller avec ces solutions de niveau 3, niveau 4, niveau 5 potentiellement. Et d'ailleurs, on a le CEO de Polygon qui est en train de critiquer les solutions de niveau 3 en disant ce sont des solutions qui viennent un peu prendre la valeur qui devrait initialement aller sur Ethereum. Il dit que les diverses solutions de niveau 3 qui vont ensuite stocker, on va dire, leur information sur les solutions de niveau 2, et ben Ethereum passe à côté de plein de choses, passe à côté de plein de frais à cause de ça. Moi, je pense qu'il faut laisser le marché décider. On va voir si les gens, ça les intéresse d'avoir des frais aussi peu élevés sur des solutions de niveau 3, quitte à réduire un peu le niveau de sécurité. Mais voilà, on va voir ce que les gens vont faire. Est-ce qu'on va avoir plein de mêmes coins qui vont lancer leur propre solution de niveau 3? Je sais pas, beaucoup de choses peuvent se passer, mais en tout cas, Degen, ça bouge beaucoup. On a plein de tokens qui sont valorisés à plus d'1 million de dollars sur cette blockchain-là.
C'est un peu, voilà, les mêmes coins sont en train d'arriver aussi en masse sur des gènes. On a des gènes PP, on a pas mal de mêmes coins différents. Ensuite, je voulais vous parler de Vitalik et de la purge. C'est quoi la purge? C'est une nouvelle étape dans la roadmap d'Ethereum qui est en train d'arriver. Et elle est déjà en partie arrivée, c'est ce qu'il nous dit Vitalik. Lors de la mise à jour d'Encun, je vous ai beaucoup parlé de la mise à jour qui a permis de réduire les frais de transaction sur les solutions de niveau 2. Mais il n'y a pas que ça qui a eu lieu dans cette mise à jour d'Encun. Il y a eu une aussi, quasiment la suppression de Self-Destruct, qui est une fonctionnalité qui était utilisée pour détruire les smart contracts. Certains smart contracts pouvaient avoir cette fonctionnalité et ça pouvait, on va dire, détruire le smart contract. Pourquoi ça a été retiré? Parce que ça allait complexifier les choses lors de d'autres fonctionnalités qui arrivent bientôt sur Ethereum. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de supprimer un certain nombre de fonctionnalités. C'est pour ça qu'on parle de purge. On est en train de supprimer plein de choses sur Ethereum pour le rendre le plus simple possible, pour rendre les choses aussi très simples pour les validateurs. Et il y a d'autres choses qui arrivent prochainement, notamment la chose pour moi la plus importante qui est un changement majeur dans le fonctionnement d'Ethereum, c'est EIP 4444 et ça c'est assez fou. Honnêtement, je suis pas très enchanté par cette mise à jour parce que ça va changer pas mal de choses. Jusqu'à maintenant, quand on était validateur sur Ethereum, on stockait l'ensemble de la blockchain depuis la création de la blockchain. C'est comme ça que ça a été créé, comme ça que ça a été défini avec le Bitcoin. Tous les mineurs, tous les validateurs ont l'ensemble de l'historique sur leur nœud. Et là, en fait, avec EIP 4444, c'est en train de changer. C'est-à-dire que les gens ne vont plus garder environ qu'un an de tout l'historique de la blockchain et ensuite l'archive va être stockée par d'autres choses, par d'autres nœuds, par des sociétés qui en ont besoin comme Etherscan et d'autres choses. Et du coup, les validateurs vont plus avoir qu'une certaine quantité plus petite d'historique à stocker. L'avantage, c'est qu'on pourra avoir du coup plus de validateurs parce qu'on n'aura plus besoin d'avoir des terras et des terras de disques durs pour être un validateur. Mais l'inconvénient, c'est que on n'est plus assuré d'avoir cette historique de la blockchain depuis la création et on devra sûrement se reposer sur des entités centrales pour stocker ces données ou sur des protocoles pair à pair. C'est ce que Vitalik dit aussi. On pourrait aussi avoir ce type de choses qui vont se développer. Il y a Portal Network qui propose quelque chose de similaire. Après, bon, on a commencé à avoir cette historique temporaire sur la blockchain avec la mise à jour d'Encun, avec les blobs qui sont stockés que 18 jours environ. C'est ce nouvel espace de stockage qui a été créé pour les solutions de niveau 2. Donc ça commence à venir, cette blockchain qui n'est plus stockée, on va dire, ad vitam aeternam sur les divers nœuds. C'est un peu dommage, mais voilà, c'est un compromis. Ethereum fait des compromis pour une meilleure décentralisation, pour que ça soit plus léger, pour que ça soit plus simple. Et voilà, on verra jusqu'où ça va aller. Est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va bien marcher? Est-ce que finalement l'historique va bien être sauvegardé autrement? Mais bon, clairement, moi, je sais pas, ça me gêne un peu, mais bon, on va voir si ce compromis va apporter quelque chose au réseau. Ensuite, on va parler de piratage avec Prisma Finance. Je vous ai dit, le pirate a réussi à voler environ 11 millions de dollars. Et là, les négociations ont lieu avec le pirate. Et le pirate, il est assez drôle. Il leur demande de faire une conférence de presse en ligne où ils vont révéler leur identité, où ils doivent s'excuser, parce que les développeurs de Prisma Finance, on ne connaît pas vraiment leur nom, ils sont pas docs. Donc il leur dit de révéler leur identité, de s'excuser, en fait, d'assumer ce piratage. Il leur pose aussi des questions sur le fait de savoir est-ce que leur smart contract a été audité. Et en fait, tout porte à croire que la nouvelle fonctionnalité qui a été piratée n'a jamais été auditée. Elle a été introduite comme une petite fonctionnalité de migration. Et en fait, c'est cette fonctionnalité qui a été piratée. Il y avait un flash loan où il y a eu les entrées utilisateurs qui n'ont pas été suffisamment contrôlées. Et ça a permis aux pirates de voler ces 11 millions de dollars. Si vous voulez en savoir plus sur la finance décentralisée, sur les risques de sécurité aussi, sur la finance décentralisée, comment se prémunir de tout ça, comment réduire au maximum, je parle de tout ça dans ma formation. Crypto Rendement, vous avez le lien dans la description et on parle vraiment de plein d'autres choses, des exchanges décentralisés, des prêts, des emprunts, des stablecoins, des agrégateurs de rendement, des bridges et vraiment de plein de stratégies pour générer du rendement. Il y a un groupe Telegram privé aussi où je partage pas mal de choses sur les airdrops et notamment le restaking. Je sais que c'est quelque chose, vous savez, j'en parle beaucoup et c'est clairement l'un des narratifs où je suis le plus investi sur cette année 2024. Donc je vous parle de tout ça dans le groupe si ça vous intéresse. Vous avez toutes les infos dans la description. Ensuite, la bonne nouvelle du jour, c'est que FTX devrait commencer à rembourser les utilisateurs d'ici la fin de l'année 2024.
c'est les conclusions de la dernière réunion au niveau des liquidateurs de FTX. C'est leur objectif, tant aux liquidateurs aux Bahamas qu'aux États-Unis. Donc, d'ici fin d'année, tous les utilisateurs qui ont fait leur réclamation, qui ont fait le KYC, devraient commencer à récupérer leurs fonds. Et ça, c'est une très très bonne chose. J'espère que ça va vite se faire, que les personnes vont pouvoir récupérer l'argent pour en faire autre chose. Malheureusement, ça sera le montant qui a été défini, ou le montant en valeur, en dollars, on va dire, lors de la faillite de FTX. Et c'est pas les montants en crypto qui se sont largement appréciés depuis. Ensuite, je vous ai parlé du restaking. Le restaking, c'est en train de monter, c'est en train de continuer de monter avec les tokens de liquid restaking qui ont atteint 8 milliards de dollars de TVL. Je vous rappelle le restaking, quand on parle de restaking, on parle principalement de Eigenlayer et des protocoles sur Eigenlayer qui permettent de déposer sur Eigenlayer, alors qu'actuellement, si vous allez sur Eigenlayer et vous essayez de déposer, vous n'allez pas pouvoir. Mais en passant par ces protocoles de liquid restaking, vous allez pouvoir le faire. Il y a Etherfi, il y a Renzo, il y a Puffer, il y a Kelp, il y a Swell, il y en a plusieurs. Et c'est Etherfi qui est le leader sur le marché avec plus de 3 milliards de dollars. Ensuite, on a Renzo avec 2 milliards de dollars. Et l'airdrop Etherfi a déjà eu lieu, mais il y a la seconde partie de l'airdrop qui arrive d'ici fin juin. On a Renzo, ils n'ont toujours pas d'airdrop. Et tous les autres protocoles n'ont pas encore fait un airdrop. Donc vous pouvez encore vous positionner. Il y a plein de stratégies différentes avec des niveaux de risque plus ou moins élevés. Mais voilà, il y a vraiment plein de choses à se faire. Et moi, je pense que c'est un très très bon créneau. En tout cas, je suis positionné sur tout ça. Et pour finir, je voulais vous parler de MakerDAO. MakerDAO, le projet qui est derrière le DAI, qui est en train d'étudier la possibilité d'investir 600 millions de dollars de DAI dans le stablecoin USDE, donc le stablecoin d'Ethena, qui rapporte pas mal en rendement, mais qui est assez risqué. Il peut apporter jusqu'à 20%, 25% de rendement, je pense, annuel. Ça vient pas de nulle part, ça c'est pas comme Luna, c'est basé sur les futurs, les contrats futurs, etc. En fait, ils prennent de l'Ether staké, en même temps ils shortent l'Ether staké, ils prennent la différence et c'est quelque chose qui est rémunérateur la plupart du temps, mais certaines fois ce n'est plus rémunérateur. Bref, il y a des risques sur le sujet, et pour moi, je trouve ça assez risqué que MakerDAO place autant d'argent sur ce protocole qui est, on va dire, beaucoup plus risqué, à mon avis, que les investissements que devrait faire MakerDAO pour leur collatéral et pour leur stablecoin. Moi, je ferais plus attention, mais voilà, on va dire MakerDAO, ils prennent de plus en plus de risques pour générer le plus de rendement possible pour la trésorerie du DAO. Ensuite, ils font du buy and burn, il me semble, donc ils rachètent le token, ils détruisent le token. Et tant mieux pour les investisseurs de Maker, mais Maker prend de plus en plus de risques et je pense qu'à un moment, il va y avoir un problème. On l'a vu dernièrement avec les taux d'intérêt qu'ils ont dû remonter parce que tout le monde était en train de récupérer les DAI et ils n'allaient pas être en mesure de rendre les DAI à tout le monde à temps parce que leur collatéral est stocké sur des actifs du monde réel et qui ne sont pas forcément liquides. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ça va poser un problème. Et si, par exemple, Ethena a un problème, la société qui est derrière l'USDE, ça va mal finir pour Maker. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, vous inscrire aussi à ma formation si ça vous intéresse de comment générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.